Bonjour chers étudiants et bienvenue dans une nouvelle playlist qui va être dédiée à la mécanique quantique. Je vais commencer cette playlist avec un exercice sur l'un des phénomènes qui a conduit à l'élaboration de la mécanique quantique, qui est l'effet photoélectrique. Donc avant de parler de l'exercice que je vais vous proposer, je vais parler d'abord de la manip, l'effet photoélectrique. Il consiste à quoi? Donc l'effet photoélectrique consiste à mettre dans un tube à vide transparent, on va placer deux plaques métalliques, la cathode et l'anode. Ensuite, on va porter la cathode à un potentiel V de C et l'anode à un potentiel V de A. C'est-à-dire on va appliquer une différence de potentiel entre les deux. Ensuite, on va irradier l'anode, la cathode avec la lumière d'énergie donnée, d'accord? Ensuite, on va étudier l'intensité du rayon du courant qui va circuler dans le circuit en fonction de la puissance de la rayon incidente, de sa fréquence et de la différence de potentiel entre l'anode et la cathode. Et voilà quelques résultats qu'on obtient parmi cette expérience. Par exemple, si on fixe la fréquence de la lumière incidente, on varie juste l'intensité pour un photocathode bien donné. On fait varier l'intensité. On voit que si la tension entre l'anode et la cathode est inférieure à une tension seuil, quelle que soit l'intensité de la lumière incidente, il n'y a pas de courant électrique. Et si cette tension est supérieure à une tension seuil, vous allez avoir un courant qui va augmenter en fonction de la tension appliquée jusqu'à atteindre une saturation. Maintenant, si on fixe l'intensité de la lumière, on fait varier la fréquence, on voit que pour chaque fréquence, il y a une tension seuil bien déterminée. Et si on change la nature de la cathode, on voit que la fréquence seuil dépend de la nature de la cathode. Voilà un certain nombre d'expériences qui ont intrigué les physiciens au début du siècle précédent et qu'on n'arrive pas à expliquer par la physique classique. Eh bien, certains résultats de cette expérience peuvent être compris par les physiques classiques. On n'a pas besoin de la mécanique quantique. Par exemple, le fait d'avoir un courant électrique, le fait d'avoir un courant de saturation. Ça, on peut le comprendre par la physique classique. Pourquoi? Parce que la lumière incidente, c'est quoi? La lumière incidente, c'est de la lumière. La lumière, c'est une onde électromagnétique. Une onde électromagnétique qui transporte de l'énergie. Transporte de l'énergie. Cette énergie va être communiquée aux électrons de la photocathode. Donc, il va engendrer des oscillations forcées de ces électrons. Et à un certain moment, cette énergie va être suffisante pour extraire les électrons qui vont être accélérés par cette différence de potentiel et donc on va détecter un courant électrique. On peut comprendre la saturation. Si on applique une tension suffisamment élevée, tous les courants extraits vont arriver vers l'anode et on va atteindre la saturation. Bien. Le problème, il est où? Le problème se trouve dans l'existence de cette tension seuil. Pourquoi, si vous voulez, donc la théorie classique, si vous voulez, la théorie classique ne peut pas, ou bien ne permet pas d'expliquer l'existence d'une fréquence seuil. Et non plus ne peut pas comprendre la réponse immédiate à l'éclairement. Si on envoie de la lumière supérieure à une fréquence seuil, à l'instant t égale à 0, vous avez un courant électrique. Donc, comment un rayonnement de très grande puissance apporte une grande quantité d'énergie par unité de temps, mais si sa fréquence est inférieure à une fréquence seuil, donc vous voyez bien que, quelle que soit l'intensité que vous envoyez, vous aurez un courant bien sûr nul. Bien, ça on ne peut pas le comprendre par la physique classique. D'accord? Donc, si la fréquence est inférieure à une certaine fréquence seuil, on ne peut plus arracher un électron. Alors que si un rayonnement possède une fréquence supérieure à une certaine fréquence seuil, même si sa puissance est très faible, va extraire et de façon instantanée un électron à la cathode. Autrement dit, on ne peut pas comprendre le fait que
d'accumuler une certaine énergie pendant un certain temps ne serait pas suffisant pour arracher un électron. Eh bien, l'interprétation de ce phénomène, avec bien sûr l'interprétation du rayonnement du corps noir, ont conduit à l'élaboration de la mécanique quantique. Donc avant l'expérience de l'effet photoélectrique, on avait un autre problème qui était le rayonnement du corps noir, qui a été expliqué par Planck, qui a montré que l'échange d'énergie entre le résonateur et la lumière se fait d'une façon discrète. Et grâce à ça, il a interprété le rayonnement du corps noir. Eh bien, en s'inspirant de ce résultat et d'une ancienne théorie de Newton qui proposait déjà dès 1680 que la lumière a un aspect corpusculaire, Einstein va dire ou bien va compléter l'interprétation de Planck, va dire non seulement l'échange va se faire de façon continue, mais c'est la lumière elle-même qui est formée par des quanta, qu'on va appeler dans la suite des photons. Et chaque quantum de lumière va posséder une énergie qui est égale à h nu. Donc l'échange se fait par quantité discrète, et cette quantité n'est autre que l'énergie d'un photon. Et grâce à cet aspect corpusculaire de la lumière, Einstein va nous aider, ou bien nous a aidé à comprendre ou interpréter tous les résultats de l'effet photoélectrique grâce à une relation très simple que l'énergie du photon incident, il va se faire où? Il va être utilisé pour extraire l'électron. L'excédent va être fourni à l'électron sous forme d'énergie cinétique. Voilà l'interprétation d'Einstein. Avec ça, bien sûr, on peut comprendre tous les résultats de l'effet photoélectrique. Eh bien, l'exercice que je vous propose de ce phénomène, c'est le suivant. Le seuil photoélectrique d'une photocathode en césium est situé à lambda 0 égale à 0,6 micromètres. On dirige sur la photocathode un faisceau lumineux monochromatique de longueur d'onde 0,5 micromètres. Vous voyez bien que la lumière incidente possède une longueur d'onde plus petite que la longueur d'onde seuil et par conséquent d'énergie plus grande que l'énergie seuil, sinon elle ne peut pas l'arracher parce que l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. On vous donne HC, c'est 10-10 mégaélectronvolts centimètre. M0 C carré d'énergie au repos de l'électron, c'est 0,511 mégaélectronvolts. Et les questions, c'est quelle est l'énergie cinétique maximale des photoélectrons émis et comparer leur vitesse à la vitesse de la lumière? Quelle est la longueur d'onde associée à ces électrons émis? À quelle différence faut-il soumettre l'anode et la cathode pour que l'électron arrive avec une certaine énergie nulle au niveau de l'anode? Quel est le rendement de la photocathode du césium, sachant que le courant qui circule dans le circuit lorsqu'il est radié avec une longueur d'onde 0,5 est de 16,3 mA? Et enfin, si je remplace la lumière par des rayons X de longueur d'onde 0,1 angstrom, notez bien angstrom et non pas micromètre, comparez la vitesse du photoélectron avec celle de la lumière. Bien. Allons-y donc pour le corriger. Donc commençons par première question. Quelle est l'énergie cinétique des photoélectrons émis? Donc j'envoie de la lumière, extraction de l'électron, ensuite il va être accéléré et il va acquérir une certaine énergie cinétique finale maximale. Bien voilà la longueur d'onde seuil de la photocathode, voilà la longueur d'onde de la lumière. Donc on va appliquer la fameuse équation d'Einstein. Eh bien, Einstein dit que l'énergie cinétique du photoélectron émis, ce sera l'énergie cinétique de la lumière, ce sera l'énergie du photon incident, moins l'énergie seuil, h nu 0. Or, on sait que nu est égal à c sur lambda, donc je remplace nu par un c sur lambda, nu 0 par c sur lambda 0, et donc je déduis que l'énergie cinétique des photoélectrons émis, ce sera hc lambda 0 moins lambda divisé par lambda fois lambda 0. Donc hc il est donné en mégaélectronvolts. Donc ce terme, on va l'exprimer en mégaélectronvolts centimètres. On va l'exprimer en centimètres moins 1. Comme ça, vous aurez directement le résultat en mégaélectronvolts qu'on va transformer en électronvolts. Et l'énergie, ce sera 0,41 électronvolts. Bien. Maintenant, on va
comparer cet électron à l'énergie au repos de l'électron. L'énergie au repos, elle est donnée. Pour l'électron, c'est 0,5 méga-électronvolts. Donc, vous voyez bien que EC, elle est très petit devant M0C carré. Donc, on peut utiliser la mécanique non relativiste pour ce cas-là. On peut déterminer le rapport V sur C. Il suffit de diviser l'énergie cinétique divisée par la vitesse de la lumière. Ça vous donne 2 racine carrée de 2E fois EC divisé par M0C carré. Une petite application numérique va vous donner ce rapport. Il est de l'ordre de 10-3. Ça veut dire la vitesse, elle est très très petite devant la vitesse de la lumière, ce qui confirme l'étude non relativiste. Maintenant, on nous dit d'exprimer la longueur d'onde associée à l'électron, photoélectron émis. Eh bien, vous savez que depuis longtemps, on connaît que la lumière est de nature ondulatoire. D'après les expériences de l'effet photoélectrique et de le rayonnement du corps noir, on a compris que la lumière a un double comportement. En plus de son comportement ondulatoire, il a un comportement corpusculaire. Ensuite, il y a un physicien français qui est Louis de Broglie qui a dit, eh bien l'inverse, pourquoi pas l'inverse? C'est-à-dire, pourquoi pas des particules qui possèdent une quantité de mouvement qui sont de nature corpusculaire, pourquoi pas eux aussi ne possèdent pas le double comportement, la dualité entre corpuscules. Et il associe à chaque particule de quantité de mouvement P une longueur d'onde lambda qui est donnée par H sur lambda. Et c'est cette relation qu'on va utiliser pour déterminer la longueur d'onde associée à l'électron. Donc l'énergie cinétique, c'est P carré sur 2M. Donc P, c'est racine carrée de M fois l'énergie cinétique. J'utilise la relation de Louis de Broglie. Et donc je peux déterminer lambda qui est égal à H sur P. Donc là aussi, HC est donné, MC carré est donné. L'énergie cinétique, c'est déjà calculé. Et vous allez trouver une longueur d'onde de 1,9 10-3 micromètres. Bien. Maintenant, on nous dit quelle est la différence de potentiel qu'on va appliquer ici pour que l'électron arrive avec une vitesse nulle. Donc là, on va penser au théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique entre l'anode et la cathode est égale au travail des forces extérieures. La seule force qui s'exerce sur l'électron, c'est la force électrostatique. C'est la force fois le déplacement, dW. Et la force, c'est la charge fois le champ électrique. Et vous savez qu'au moins E fois D de L n'est autre que D de V. Donc l'énergie, le travail de la force électrostatique, c'est la charge fois la différence de potentiel. Donc j'applique le théorème de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique finale, c'est 0. On veut que l'électron arrive avec une vitesse nulle. Moins l'énergie cinétique initiale est égale à E fois U. Donc on doit appliquer une tension de 0,41 électronvolts pour que l'électron arrive ici avec une vitesse nulle. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on détecte, qu'on peut mesurer l'énergie cinétique avec laquelle l'électron est émis. D'accord? Bien. Donc, quel est le rendement? Donc, voilà une question un peu relativement difficile, le rendement de la photocathode. D'abord, il faut définir le rendement d'une photocathode. Donc, le rendement, ça, on envoie un nombre de photons, on récupère un nombre d'électrons. Donc, le rendement, ça sera le rapport entre le nombre de ce qu'on récupère sur le nombre de ce qu'on reçoit. D'accord? Donc, le nombre de photons d'électrons incidents, ou bien le nombre de photons électrons efficaces. Chaque électron efficace va extraire un électron. Donc, ce sera le nombre d'électrons émis. Or, le nombre d'électrons émis, on peut le déduire à partir du courant dans le circuit. Le courant, c'est le nombre de charges par unité de temps. Pendant une seconde, donc on a un certain nombre de charges qui est N fois E, nombre d'électrons fois la charge d'un électron. Et le flux de la lumière incidente ne permet de déterminer le nombre de photons incidents. Le flux, c'est l'énergie par unité de temps. Et l'énergie incidente, c'est le nombre de photons incidents fois l'énergie de chaque photon, H nu. Donc, je peux déterminer N. Bon, en remplaçant chaque terme par sa valeur, on détermine le rendement. Faites une application numérique, vous allez trouver 0,04 ou bien 4%. Et bien, la dernière question, c'est si j'envoie au lieu de la lumière visible, j'envoie du rayon X, bien sûr, de longueur d'onde 10-5 micromètres. Vous voyez bien 10-5, il est très très petit par rapport à 0,6. Donc lambda est très petit devant lambda 0. Donc l'énergie cinétique, je peux négliger H nu 0 et de l'ordre de H nu. Donc H nu, c'est HC sur lambda. Et on trouve une énergie cinétique de l'ordre de 0,1 mégaélectronvolts que je ne peux plus négliger devant M0C carré. Et donc,
Pour l'énergie cinétique, on a besoin d'utiliser l'expression relativiste qui est m moins m0 c carré et non pas 1 demi mv carré. Donc voilà pour ce premier exercice sur l'effet photoélectrique. Comme d'habitude, je vous souhaite très bonne continuation et bientôt, je vais essayer de mettre des exercices sur la résolution de l'équation de Schrödinger d'un électron dans différents types de barrières de potentiel. Voilà, bon courage et à bientôt.